Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vous parle de l'abus de droit. Alors, c'est une notion extrêmement importante en fiscalité. J'aime à dire que ça ressemble à la force de dissuasion nucléaire française, c'est-à-dire que l'abus de droit, c'est pas beaucoup d'affaires tous les ans, mais une grosse pression sur tous les montages fiscaux et une nécessité d'avoir une connaissance de ce mécanisme pour éviter des catastrophes parce que on a des incidences financières qui peuvent être énormes. Donc, l'abus de droit est prévu par l'article 64 du livre des procédures fiscales et il vise les montages juridiques qui, au sens de la lettre de la loi, va respecter la loi, mais qui va avoir pour objectif soit principal, soit exclusivement un objectif fiscal, donc de contourner l'impôt, d'éviter l'impôt ou de réduire son montant. Et moi, j'aime bien expliquer que lorsque vous réalisez une opération qui n'a pas de substance économique, mais qui sert à profiter indûment d'un avantage fiscal, vous allez vous trouver dans une situation d'abus de droit et on va pouvoir requalifier cette opération. En la requalifiant, on va annuler les conséquences fiscales et vous allez avoir des pénalités très importantes. Donc, c'est un garde-fou pour l'administration pour expliquer que ceux qui ne font qu'utiliser la loi pour optimiser et plusieurs dispositions peuvent, tout en respectant celle-ci, se trouver hors la loi. Alors, ce qui va être très important, j'en profite, c'est l'analyse des faits et notamment au niveau de la temporalité. J'aime expliquer à mes clients que certains montages faits très très vite, c'est-à-dire en quelques mois, alors qu'on aurait pu les faire sur quelques années, peuvent laisser penser et être rentrer sous les fourches codines de l'abus de droit. Donc voilà pour la définition. Maintenant, l'abus de droit, ça recoupe deux situations différentes. On parle de l'abus de droit par simulation, c'est-à-dire qu'on a une opération qui est fictive ou déguisée. Cas typique, on va faire une donation fictive pour éviter des droits de succession, où on va créer une société écran qui n'aura pas vraiment d'activité pour faire et gagner des gains fiscaux. Donc là, on est vraiment dans la fraude basique, hein. C'est-à-dire que on va voir sur la fraude à la loi, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus, on rentre plus dans des détails dans une analyse. Là, c'est tout simplement quelqu'un qui qualifie une opération. Par exemple, c'est aussi l'opération de cession qui en réalité ne voit jamais le prix payé. Donc, on va déguiser sous le caractéristique d'une opération de cession en réalité une donation. Le deuxième, la deuxième forme d'abus de droit, c'est celle qui concerne l'abus de droit par fraude à la loi. C'est celui qui m'intéresse particulièrement parce que lui ne va pas respecter la lettre de la loi et on va amener à contourner l'esprit de la loi dans un but exclusivement fiscal. Puis, en 2019, on a eu une nouvelle forme d'abus de droit qui a été introduite, ce qu'on appelle, nous, le mini-abus de droit. On n'est plus sur un montage dont l'objectif et le but est exclusivement fiscal, mais dont le but et l'objectif est principalement fiscal. Alors, ça veut dire que on peut avoir des éléments euh, entre exclusif et principal. On voit bien qu'il y a quand même une subtilité et qu'on donne les moyens à l'administration d'aller provoquer, chercher beaucoup plus de montage. Donc, on va y venir, mais l'administration aujourd'hui a un panel d'instruments pour remettre en cause les montages par le biais de l'article L64 du livre des procédures fiscales, qui est plutôt large. Soit on a un montage exclusivement fiscal ou un montage principalement fiscal. Et la frontière entre les deux est quand même relativement importante. Alors maintenant, qu'est-ce que ça recoupe? Rentrons dans des exemples d'abus de droit, de fraude à la loi.
Premier cas, donc je vous ai pris trois cas très différents. Premier cas, l'abus de droit dans la cession de parts sociales. Un contribuable va céder des parts sociales à une société étrangère qu'il contrôlait lui-même pour bénéficier d'un régime fiscal avantageux. Et l'administration a requalifié l'opération en expliquant que normalement, c'était une donation déguisée et donc a appliqué des droits de mutation. Donc, elle a contesté la réalité de l'opération et le but de l'opération pour la requalifier dans un autre sens. Donation avant cession. Alors, la donation avant cession, c'est quelque chose de plutôt typique. Euh, on va donner des parts à des enfants pour purger une plus-value avant que ces enfants cèdent leur titre. Donc là, notre exemple dans cette affaire, un contribuable donne des titres à ses enfants peu avant la vente pour purger la plus-value. Si la donation est réelle et suivie d'un risque économique effectif, elle n'est pas un abus de droit. En revanche, si elle est purement artificielle, l'administration peut requalifier l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va se rapprocher entre la donation et la cession, plus il y a un risque d'abus de droit. Parce que le propre de quelqu'un qui achète des parts, c'est quelqu'un qui va prendre un risque économique. Il investit dans une entreprise et il n'est pas censé le faire uniquement pour 24 heures et purger une plus-value. Parce que quel est l'intérêt des enfants de devenir associés d'une boîte dans laquelle ils vont recevoir des titres d'une valeur de 1000 euros et les revendre 1000 euros? Donc, quand on fait une donation avant cession, ce sont des choses plutôt typiques, on le fait quand même plusieurs mois avant. Et généralement avant de rentrer en négociation avec l'acquéreur final. Autre élément, dans le cadre des transferts, d'un transfert de domicile fiscal à l'étranger, un contribuable a transféré son domicile en Suisse avant une succession pour éviter les droits de succession en France. Sauf que l'administration démontre qu'il avait conservé l'essentiel de ses intérêts économiques et familiaux et l'a requalifié en domicile fiscal en France. Donc, il a utilisé une disposition classique pour dire je pars de France, mais dans les faits, ce n'était pas la réalité, donc on l'a considéré qu'il est abus de droit. Là, je vous ai donné quelques exemples. Il faut avoir conscience qu'en matière d'abus de droit, on a allé moins d'une centaine d'affaires par an. Mais par contre, ce sont toujours des affaires d'une grande portée euh, parce que ça va interdire au conseil ou limiter au conseil la possibilité d'aller vers un montage fiscal. Donc, c'est vraiment l'arme de dissuasion massive. On arrive à quoi en termes de conséquences? On va avoir un rappel d'impôt sur la base de la requalification. Donc, par exemple, si on a voulu cacher une donation, on va avoir des droits de donation. Si on a voulu cacher une distribution de dividendes, on va être taxé à une distribution de dividendes. Puis, on a une majoration qui peut aller jusqu'à 80%. Alors, qui peut aller parce que souvent je lis que l'abus de droit, c'est 80% de pénalité. Non, moi, il m'est arrivé d'avoir pour mes clients de recevoir des notifications où j'étais notifié uniquement à 40%, voire à moins, parce que la personne considérait qu'il y avait abus de droit, mais ne trouvait pas nécessaire de mettre des majorations de 80% ou de 40%. Donc, on est vraiment jusqu'à 80%. Le service de contrôle a toute la légitimité pour choisir quelle application de majoration il va choisir. Et puis, on a des intérêts de retard, 0,2 par mois qui vont se cumuler, parce que l'administration vient rarement rapidement sur ces sujets-là. Donc, si on essaye de faire une synthèse de la notion d'abus de droit, il faut avoir de la substance économique et juridique réelle. Et donc, il faut s'assurer que le montage qui va être réalisé, ou l'opération, que ce soit une structuration, une restructuration, une donation, une transmission, ne repose pas uniquement sur des éléments purement fiscaux. Donc, comment s'en protéger? Alors, nous, on a 4 règles, hein.
premièrement, on va privilégier la réalité économique. Donc, tout montage part avant tout d'une réalité économique et d'un objectif économique, et pas uniquement la réduction d'impôts. Alors maintenant, on peut aussi habiller le montage pour faire ressortir la réalité économique, mais c'est important d'aller d'abord vers la réalité économique. Il faut aussi justifier de ce montage. Bien souvent, on a des sociétés qui n'ont pas d'activité réelle, pas de locaux, des salariés. Cas typique, je crée une holding française. Puis moi, quand j'arrive dans le dossier, je vois que cette société, elle est domiciliée au siège de la société d'exploitation, qu'elle n'a pas de bureau, elle n'a rien. Une société, ça doit avoir un bureau, une organisation. Si on fait passer des flux par l'intermédiaire d'une société, ne serait-ce une société holding, on doit être capable de pouvoir regarder ça. Documenter. Alors, c'est souvent notre souci lorsqu'on arrive dans une procédure contentieuse, et c'est essentiellement nos soucis quand on crée un montage. C'est-à-dire que on va avant tout documenter la réalité économique et commerciale de l'opération. Des contrats, des études, de consultants, de différents avocats, pour bien faire ressortir la réalité économique, commerciale, et pas uniquement la réalité fiscale. Donc ça, c'est très, très important de pouvoir avoir des éléments. On est toujours très gêné, puis nos clients peuvent mettre beaucoup de temps lorsqu'ils nous expliquent, ah non, j'ai pas gardé, je ne sais pas où ça se trouve. Sauf que si on l'a fait et on est un chef d'entreprise, on a l'obligation d'être bien organisé et de conserver des pièces. Dernier élément, consulter un professionnel. Alors d'ailleurs, les dossiers qu'on récupère viennent souvent de faux professionnels, on va dire, parce que c'est là où, effectivement, on a besoin véritablement d'un avocat fiscaliste, hein. Je le vois puisque nous, on récupère des éléments de cabinets d'expertise comptable, d'avocats, de notaires, et ils n'ont pas du tout la même analyse que nous. Il faut savoir que, par exemple, nous, au cabinet, on ne fait pas un seul montage sans avoir une analyse au regard de la jurisprudence de l'abus de droit. Et donc, on s'engage vis-à-vis du client pour dire, il peut, il peut pas, ou peut-être il peut avoir. Je considère que la fiscalité est une matière suffisamment compliquée pour la personne qui fait un montage, si elle n'écrit pas et si elle ne fait pas une analyse au regard de l'abus de droit, je vous conseille quand même de prendre la tangente et d'aller voir un autre conseil ou un vrai conseil. Ça ne sert à rien d'avoir un conseil d'une personne qui ne fait que de vous parler et qui n'écrit pas et qui ne s'engage pas. Donc voilà sur la notion d'abus de droit ce que je voulais vous dire ce matin. Bien faire attention, c'est vraiment un élément essentiel du monde du conseil fiscal. On ne peut pas aller sur un montage sans avoir pris la peine de faire cette analyse. Et cette analyse, elle doit être faite par un professionnel qui doit s'engager. Sinon, il faut plutôt fuir et on se rend compte que les conséquences sont quand même énormément importantes parce que revenir dans une situation de requalification, plus 80% de pénalité, plus des intérêts de retard, bien souvent, ça met en péril soit le patrimoine personnel de la personne, soit la situation de la société. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci.